Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et on parle auto avec vous, vous le savez. Merci d'être en notre compagnie, toujours de plus en plus nombreux. Comment va l'ami Jean-Luc ce matin ? Eh bien écoutez, il va pas mal, dame Laurence. Ah bah c'est plutôt une bonne nouvelle. Et il va d'autant mieux, l'ami Jean-Luc. Et c'est une émission passion tous les samedis, et particulièrement ce matin, parce qu'on va beaucoup parler de voitures de collection. Alors, il y a l'arrivée du Tour Auto ce week-end, mais on va pas parler de ça. Demain, c'est la journée nationale du véhicule d'époque. Qu'est-ce que c'est que la journée nationale du véhicule d'époque ? Bah déjà, on va en parler tout à l'heure dans la rubrique classique, mais cette journée nationale, elle est là pour que les collectionneurs fassent découvrir l'objet de leur passion au grand public. Donc, on invite tous les collectionneurs de voitures anciennes à les sortir ce week-end pour les faire admirer. Eh ben, et ça c'est va ce être qui un va beau se passer moment. Ouais. Exactement. Partout en France. Et ça, c'est quand même plutôt sympa. On parlera dans l'essai de la semaine d'ailleurs d'une voiture de collecte. Oui, on parlera d'une voiture. Laquelle. Oui, une voiture de la plus belle. Allez, on va être. Ouais. Moi, je suis assez d'accord. Très objectif. La plus belle voiture du XXe siècle. Une Ça voiture commence par un extraordinaire, la Jaguar Type E. Alors, quand on dit Jaguar Type E, tout le monde comprend tout de suite de quoi on parle. Cette voiture avec un immense capot qui fait 2 mètres de long. Elle est belle. Et qui, non seulement est belle, mais est un objet fabuleux à conduire. Alors, donc, voilà, tout à l'heure, vous saurez tout sur la Jaguar Type E. Et vous savez pourquoi je dis que ça commence par un F ? Parce que c'est la voiture des femmes. C'est la voiture que vous allez m'offrir à moi. Alors ça va peut-être pas être possible. Je ne sais pas pourquoi. Donc, ce sera effectivement notre rendez-vous. Il y aura aussi, on va parler des pneus, toujours dans le côté un peu classique de cette émission. Oui, alors pour on va les parler Youngtimers. de voitures plus récentes. Oui, on va parler des 15-30 ans. pneus Youngtimer, puisque Michelin sort une nouvelle gamme de pneus pour les Youngtimers. Vous savez que les Youngtimers sont à la mode. C'est ces voitures qui ont entre 15 et 30 ans, donc qui ne sont pas encore considérées comme des véhicules de collection par la réglementation. Et donc là, il y a un engouement autour de ça, et il faut pouvoir mettre des chaussures à ces voitures pour qu'elles puissent rouler. Et donc Michelin ressort une gamme de pneus Youngtimer. On verra ça tout à l'heure. Alors évidemment, nous n'allons pas parler que de classiques ou de collection. L'actualité nous rejoint également dans On parle auto. On va entre autres parler de questions que l'on pose sur le code de la route tous les jours. On en parlera dans quelques instants avec notre premier invité. Mais on va parler aussi du fameux marché du véhicule électrique. On nous dirait que c'est en train de s'effondrer. Oui, alors on lit un petit peu partout que ça y est, c'est la fin de la voiture électrique. Alors est-ce que c'est vraiment la fin de la voiture électrique ? Mais peut-être. Bon. Je sais pas, vous n'avez pas rechargé la batterie ce matin, vous. Je sais pas. Non, mais c'est les vieilles voitures, ça a toujours du mal à démarrer. Surtout l'hiver, ça, voilà. parce qu'il fait plus les températures. Non, mais c'est vrai qu'on lit à droite et à gauche, ça y est, c'est la fin de la voiture électrique. Il faut peut-être pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est vrai que les ventes sont en baisse en Europe, mais ça n'est pas pour autant catastrophique. Alors, en même temps, est-ce qu'on va passer au tout électrique en 2035 ? Vous savez ce que j'en dis, hein ? Non. Je dis c'est bon, voilà. Je dis non. Alors, en fait, il n'y a pas une bonne solution. Il y a des solutions qui sont plus ou moins adaptées en fonction des usages, c'est tout. La voiture électrique, elle a du sens pour certains usages, mais pas pour tout. Allez, on va évidemment vous proposer de suivre votre rendez-vous jusqu'à 13h. Dans quelques instants, c'est une question code de la route que l'on va vous poser. Restez en notre compagnie. Un panneau rouge avec une grosse barre blanche au milieu, c'est ça veut dire petit A, j'accélère. Petit B, je ferme les yeux. Petit 3, C, interdit de fumer. Allez, et puis vous, au 0826 300 300, vous nous rejoignez pour poser vos questions, évidemment en direct. Vous avez envie de nous écrire votre question, vous nous écrivez par mail jeparticipe@sudradio.fr. Vous mettez bien dans l'objet On parle auto et vos coordonnées complètes, dont votre numéro de téléphone, que l'on puisse vous rappeler, sinon c'est compliqué pour nous. Et puis vous nous rejoignez aussi sur la page Facebook de Sud Radio. Allez, c'est parti, On parle auto avec vous jusqu'à 13h. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com.
Nous allons poser une question, c'est la question de Sébastien pour commencer cette émission et vous allez comprendre pourquoi nous la posons à ce moment-là dans notre rendez-vous sécurité. Alors c'est moi qui fais Sébastien, hein, parce que Sébastien il voulait pas parler dans le poste. Dans le poste. Dans le poste, mais c'est pas grave, je suis votre voix. Sébastien nous demande et nous pose la question suivante. Pardon. Dans le code de la route, quelles sont les règles de priorité des véhicules dits prioritaires, surtout les ambulances privées? Voilà. Alors, donc on s'est dit, on va poser la question à un spécialiste. Eh ben, on va dans quelques secondes accueillir Patrice Bessonne, qui est président national Mobiliance ESR Éducation et Sécurité Routière. On le laisse se garer parce qu'on vient de l'avoir en ligne. Il dit laissez-moi me garer. Donc il arrive dans quelques secondes. Il coupe le gyrophare et le pimpon de l'ambulance et il arrive. Mais c'est vrai que la question de Sébastien, moi je trouve qu'elle tombe à propos parce que on a de plus en plus de véhicules qui nous prennent la priorité, des véhicules qui sont. J'ai suivi une ambulance privée. Alors. On va poser la question à Patrice, mais normalement, vous savez que les ambulances privées ont un signal sonore qui est différent des voitures du SAMU ou des pompiers ou de la police. Normalement, le 2 tons, c'est pas le même. J'ai suivi une ambulance privée, j'étais avec mon scooter, donc je remontais les fils de voiture, et cette ambulance privée roulait, mais turbo-over. Ouais, exactement. Avec un pimpon qui n'était pas un pimpon d'ambulance. Et c'était pourtant une ambulance privée et il a remonté les fils de voiture, il est passé au feu rouge. Enfin bon, tout ce qu'on n'a pas le droit de faire, a priori, j'aurais eu un peu de temps, je pense que je l'aurais suivi pour voir où il allait. Mais à mon avis, il était en retard juste à un rendez-vous privé, c'est tout. Allez, on va faire un point sur les véhicules qui sont vraiment prioritaires et on accueille maintenant Patrice Bessonne qui est bien garé, qui est en sécurité. Bonjour Patrice. Bonjour Patrice. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc, bonjour à toutes. Président national de Mobiliance ESR Éducation et Sécurité Routière, et lui-même d'ailleurs à la tête d'une auto-école, hein, quand même, c'est son premier métier. Donc on va retourner à l'auto-école. À l'auto-école, on apprend que quels véhicules sont prioritaires, Patrice? Oui, gendarmes, vraiment. Ceux qui sont vraiment prioritaires, gendarmes, police, les douanes, le transport de prisonniers, les pompiers bien entendu, et les SAMU. Il peut y avoir, tout ce qui est SAMU, SMUR, il peut y avoir des ambulances, mais vous l'avez très bien dit, Jean-Luc, en fin de compte, j'ai rien à rajouter, le ton n'est pas le même au niveau de la sirène, et surtout le marquage n'est pas le même. Donc les ambulances que tout le monde voit, on facilite uniquement leur passage. Oui, après c'est Après c'est devenu, enfin on le fait parce que c'est je le fais bien l'ambulance, oui, mais pas que ça d'ailleurs. Ne tirez pas sur l'ambulance. Non mais en fait nous conducteurs, c'est vrai qu'on laisse passer. Jean-Luc, il faudra venir en visio. Jean-Luc, il faudra venir en visio faire les cours de code. Je ferai l'ambulance. Oui, mais alors, non, parce que en fait, Jean-Luc, il veut devenir maintenant, comme on dit, ceux qui font du one-man show, est-ce qu'ils nous sortent des vannes? Non, mais par contre, ce qui est important, évidemment, de préciser, c'est que on a tous été, en gros, éduqués à laisser passer, quoi qu'il en soit. C'est-à-dire que même une ambulance, on va s'écarter. On sait bien qu'il y a une urgence, normalement. Normalement. Oui, de toutes les manières, vous avez raison, tu as raison, Laurence. Merci. Quand il y a eu, mais oui, bien entendu, quand il y a une ambulance, l'empathie, c'est de la laisser passer. Il y a souvent quelqu'un qui doit aller faire des soins, etc. Donc, on est éduqué pour faciliter le passage. Mais je répète bien, c'est faciliter le passage. C'est pas un véhicule prioritaire dans le code de la route. Est-ce que cette fameuse ambulance, parce que je vais reprendre mon exemple là, elle peut avoir deux sirènes? Une sirène ambulance, tadadat, et une sirène pimpon, comme les pompiers? Pimpon. Alors oui, s'il travaille pour un service hospitalier, mais dans ce cas-là, on a un marquage également qui l'affiche. D'accord. Mais ils peuvent passer de l'un à l'autre, c'est ça ma question? Oui, ils peuvent passer de l'un à l'autre, si, je le répète, s'ils travaillent pour un service d'urgence, un service. C'est bien spécifié dans le code. Mais c'est pas une ambulance ordinaire. Il n'y a pas que le pimpon, en fait, ou le talala. C'est-à-dire qu'il y a le système 2 tons, comme vous dites, plus le gyrophare qui doit être actionné en même temps, normalement. Bien entendu. De toute façon, attendez, le sonore, c'est pour avertir, le lumineux également. Bon, un véhicule prioritaire qui n'a pas sa sirène en route, ni son gyrophare, il demeure prioritaire ou pas?
Ah ben non, c'est qu'il n'est pas en intervention. Vous pouvez avoir un véhicule prioritaire et vous déplacer avec quand même. Oui, bien sûr. Regardez les pompiers, ils se déplacent avec le camion pompier. S'ils mettent pas la sirène, ils mettent pas le visuel, c'est-à-dire le gyrophare, ils sont pas en intervention. Enfin, moi, je suis dans le Var, alors peut-être c'est particulier, mais nous, dans le Var, vous avez plein de pompiers qui se déplacent avec les véhicules et qui s'arrêtent au feu, qui laissent les priorités, etc. Quoi. Ils sont pas en intervention, ils sont pas en intervention. Et Patrice Besson, une question qui me traverse l'esprit ce matin sur Sud Radio dans On parle auto. Vous qui êtes professionnel de l'auto-école et président national Mobilier en CESR, éducation et sécurité routière, quand on voit des véhicules qui sont escortés par la gendarmerie nationale, qui n'ont ni gyrophare, ni de ton, prioritaire aussi. Okay. Prioritaire. Alors moi j'ai une petite anecdote vous savez que j'adore le rugby. Ouais. Donc nous aussi sur Sud Radio. L'équipe sud-africaine qui a gagné la Coupe du Monde était hébergée aux Sablettes. Aux Sablettes, c'est à côté de la Seine-sur-Mer, là où il y a ma ville. Et donc le bus partait tous les matins, escorté par la police, devant et derrière, et ils étaient prioritaires. Ils s'arrêtaient pas, ils allaient jusqu'au stade Mayol pour s'entraîner sur le stade de Toulon. D'accord. De même, un véhicule banalisé avec une sirène et un gyrophare, il est prioritaire de la même façon. Bien entendu, de la même manière. Et qu'est-ce qui se passe d'ailleurs si jamais je suis obligé de passer au feu rouge alors qu'il y a un radar de feu rouge et qu'un véhicule prioritaire me pousse à me décaler et donc à passer ? Les photos sont visibles. Quand c'est une situation d'urgence, vous n'êtes pas sanctionné par le radar de feu. C'est impossible. D'accord. Puisque le radar de feu prend une photo et il prend deux photos même en fait. Voilà, il en prend même deux. Et du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faudra que je conteste ou non, du coup, parce qu'ils verront Non, la photo n'est pas envoyée. D'accord, ok. Elle est déchirée, tout simplement, parce qu'on voit bien l'intervention des pompiers, de la police, de la BAC, de ce que vous voulez derrière. Ça, c'est une bonne nouvelle. Bon, parfait. Je vais m'acheter une sirène et puis un pimpon. Alors. Non, c'est interdit. Ah, ça, c'est interdit. C'est interdit. Le one-man show. Concentrez-vous sur le one-man show. Et puis... Moi, j'ai pas le droit. C'est ballot parce que vous verrez, la Jaguar Type E, elle est rouge. Il suffit de mettre pompier dessus et un gyrophare. C'est pas un rouge classique. C'est un très beau rouge. Et puis, je vous rappelle que one-man show pour l'ami Jean-Luc, show, vous l'écrivez comment ? C'est H-A-U-D, évidemment. On vous embrasse. Merci ça beaucoup, c'est fait. Merci Patrice. Disponible pour vous, Jean-Luc et Laurence. Merci beaucoup. Merci à vous et bon week-end dans le Var. Allez, quant à nous, on fait une pause. Et dans quelques instants, c'est Jean-Marie que nous allons avoir au standard de Sud Radio, qui a une question également à poser, ou tout du moins un avis à donner. Faites comme lui, appelez-nous 0826 300 300 et vous serez avec nous en direct sur Sud Radio jusqu'à 13h. À tout de suite. Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. On parle auto, on mange auto, on respire auto. On boit auto et vous êtes 4,3 millions à nous écouter sur les réseaux numériques de Sud Radio. Ouais. On va devenir la radio numéro 1. Comme objectif, c'est ça. Voilà. On parle vrai, on parle de tout. Les gens nous aiment et nous, on vous aime. Donc, c'est un vrai échange, c'est cool. Et d'ailleurs, on va dans quelques minutes aimer aussi découvrir la fameuse voiture dont on parlera dans l'essai. C'est la Jaguar Type E série 1. Je ne vous en dis pas plus, elle est absolument magnifique, mais pour l'heure on accueille Jean-Marie au 0826 300 300. Salut Jean-Marie. Bonjour Jean-Marie. Oui, bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Merci d'être avec nous, vous habitez où vous ? Près dans l'Eure, entre Vernon et Gaillon. D'accord, alors Jean-Marie... j'y suis souvent par là. Juste avant... Oui, c'est magnifique. Oui. C'est très chouette. Juste avant de vous écouter, je vous propose d'accueillir une personne qui va répondre, entre autres, à votre problématique et qui va nous apporter d'autres éléments. C'est Héloïse Le Goff, qui est directrice de la communication du Fonds de garantie des victimes. Bonjour Héloïse. Bonjour Héloïse. Bonjour Laurence, bonjour. Jean-Luc et donc votre auditeur. Jean-Marie. Allez Jean-Marie, on vous écoute.
Voilà, donc on sait depuis le début avril qu'il n'y a plus besoin d'avoir la vignette d'assurance sur le pare-brise parce qu'on nous explique qu'il y a un fichier des assurances qui existe maintenant et qu'on peut faire la connexion directe entre les plaques d'immatriculation et les assurances, et si la voiture a une assurance ou pas. Donc ma question elle est simple, c'est en fait on n'a pas besoin d'arrêter les automobilistes pour ça, il suffit de faire un programme informatique très simple. La police fait un programme qui part d'une plaque, je sais pas, CA001AA. Et puis, on va lire s'il y a une assurance ou pas. S'il y a une assurance, le programme, il passe au 002, 003. Puis 004, s'il n'y a pas d'assurance, il suffit d'aller dans le fichier carte grise, lire le nom du propriétaire. Et puis, on envoie un courrier directement à l'adresse indiquée pour demander des explications et régulariser la situation. Oui, vous voulez dire qu'à chaque fois qu'on passe devant une caméra, tous les véhicules qui ne sont pas assurés seraient repérés et verbalisables. Oui, voilà. Mais il n'y a même pas besoin de passer devant une caméra. On peut faire ça en automatique. Oui, non, mais quand je dis de la police, carrément. Il n'y a pas besoin d'arrêter les gens. Non, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que... Vous dites, il faudrait prendre tout le fichier et éplucher tout le fichier et regarder si toutes les plaques d'immatriculation correspondent à une assurance. Voilà, tout bêtement. Ce serait très, très préventif parce que je pense qu'il y a pas mal de gens, à la limite, qui ne sont pas assurés parce qu'ils se disent on va passer entre les gouttes. On va demander à Héloïse. Héloïse, il y a combien de personnes non assurées en France ? 1 million, je crois, non ? Ça doit être 1 million, à mon avis. On est à plus de 800 000 personnes rouleraient sans assurance en France aujourd'hui selon les chiffres de la sécurité routière. Sur combien de personnes qui roulent ? Comment on le sait aussi ça ? Comment on le sait si on ne fait pas le parcours exhaustif? On va y aller, nous, Jean-Luc. Mais c'est-à-dire le fichier là des assurances qui est désormais disponible pour toutes les forces de l'ordre, il vient d'être finalisé. On est d'accord, Héloïse, c'était pas possible de faire ça avant. Ah oui, il vient d'être totalement, effectivement, finalisé et fiabilisé. Après, les forces de l'ordre, elles s'appuient déjà sur le fichier des véhicules assurés, et même avant le 1er avril, puisque elles ont par ce biais contrôlé, par exemple, plus de 7 millions d'automobilistes en 2022 lors de contrôles classiques dits de bord de route. Après, oui, bien sûr, le fameux fichier des véhicules assurés pourra être utilisé demain pour effectuer ce que votre auditeur appelle effectivement une verbalisation automatique. Mais vous notez que j'emploie à bon escient le futur, parce que pour l'instant, l'heure, elle reste justement à la prévention, à la pédagogie sur le sens, la portée de l'obligation d'assurance. Oui, mais sans parler de l'État qui décidera. Ouais. Mais techniquement, c'est possible. Mais d'ailleurs, depuis la création du fichier, en 2019, le Fonds de garantie et la délégation à la sécurité routière ont envoyé plus de 100 000 courriers de prévention à des conducteurs flashés. C'est exactement le principe que vous expliquez. Donc les conducteurs flashés, on a pu vérifier que le véhicule ne figurait pas automatiquement, évidemment, dans la plaque ne figurait pas dans le fichier des véhicules assurés, et ils ont reçu un courrier de prévention. Et je dis bien courrier de prévention. Mais parce qu'on comprend bien. On va rappeler, Héloïse, l'amende pour le défaut d'assurance, c'est juste énorme. Les gens ne le savent pas. Oui, je rappelle que l'amende, ça s'appelle une amende forfaitaire délictuelle, et en cas de défaut d'assurance, elle s'élève à 750 €. Ouais. Donc c'est effectivement très difficile. C'est le prix de l'assurance sur l'année, quoi. Ouais. Enfin, un peu plus ou un peu moins. C'est le prix de l'assurance sur l'année, voire même plus pour un conducteur éprouvé. À titre personnel, moi, pour une assurance touriste, je paye 550 €. Oui, moi je suis dans ces eaux-là aussi. Juste une assurance au tiers coûte encore moins cher. Donc de toute façon, je dirais que le calcul n'est pas bon. Par contre, ce que je proposais, Jean-Marie, en fait, Jean-Marie, c'était pas simplement, même si ça existe déjà, et on comprend bien, Héloïse Le Goff, vous qui êtes directrice de la communication du Fonds de garantie des victimes. Si j'ai bien compris, Jean-Marie, vous trouvez qu'avec les moyens qu'on a actuellement de caméras un peu partout, les portiques qui ont été montés... Non, mais pas forcément même les caméras, juste le fichier. Vous proposez que l'on puisse scanner toutes les plaques pour savoir... Même pas. Donc, c'est de croiser les deux fichiers. Non, mais c'est pas ça que je veux dire. Oui, mais du coup, c'est déjà fait, en fait. On n'a pas besoin de radar, on n'a pas besoin de rien. Oui, mais non, mais c'est pas ça que je voulais... Non, alors c'est moi qui me suis mal fait comprendre. L'idée, c'était qu'il y a plein de voitures qui n'existent plus, de toute manière, qui sont à la casse, etc. Mais ça, c'est facile pour le propriétaire de dire la voiture n'existe plus, puis elle envoie la carte grise barrée ou je ne sais quoi. Ouais, mais elle roule... Ça, c'est facile à vérifier. Il y a des véhicules qui sont non assurés, parce qu'ils ne roulent pas depuis très longtemps. Ok, et les véhicules qui ne sont jamais, qui ne sont pas assurés, qui sont jamais verbalisés, qui ne sont jamais pris à défaut. Comment on arrive à voir qu'ils sont pas assurés, les gens? Quand vous n'êtes ni verbalisé, ni par un contrôle de bord de route arrêté,
Non, mais ce que proposait Jean-Marie, c'est de dire, on prend le fichier des cartes grises. Hop, c'est un listing complet. Voilà. On prend le fichier des personnes assurées, on croise les deux et on sait tout de suite quels sont les véhicules qui sont non assurés. C'est vachement simple. Voilà, c'est très simple. Mais j'étais un peu blonde avant de changer de couleur. Mais ce qui va se passer, ce que je dis, le problème c'est que si vous avez un véhicule qui est démonté pendant 10 ans, il n'a pas de raison d'avoir une assurance pour rouler. Même si, on est d'accord Héloïse, ça reste obligatoire quand même une assurance. Même pour un véhicule qui ne roule pas. Exactement, puisque un véhicule à l'arrêt, on a encore récemment eu un cas de figure d'un 2 roues qui malencontreusement a heurté un véhicule à l'arrêt. Dans ces cas-là, vous pouvez être mis en responsabilité. Donc même un véhicule mais il qui était sur la voie publique aussi. Il était sur la voie publique. Si vous avez un véhicule chez vous à l'arrêt, comme moi j'ai, parce que je fais de la restauration de véhicules, moto ou voiture, j'ai des véhicules qui sont pas assurés, mais c'est normal. Ils sont dans le garage à la maison. Ouais, mais vous devriez avoir une responsabilité civile si quelqu'un se blesse. Non, mais si la voiture est montée, je sais pas, sur un cric et que quelqu'un passe et que la voiture tombe du cric et sur le pied de quelqu'un, il faut qu'elle soit assurée. C'est tout, c'est tout bête. Non, mais on est d'accord, le risque est faible, mais la réglementation dit il faudrait normalement être assuré. Et Loïs, ça coûte combien? Parce que chaque année vous faites on réexplique rapidement ce que c'est que le fonds de garantie des victimes et ça nous coûte combien? Parce que moi c'est ça qui m'intéresse parce que c'est vrai que là l'idée de Jean-Marie elle est pas mauvaise. Donc d'au moins envoyer un courrier à tous ceux qui sont pas assurés. Elle est plutôt bonne maintenant, je l'ai comprise. Et ça coûte combien à la société? Oui, alors près de 140 millions d'euros d'indemnités ont été versés aux victimes en 2023 par le fonds de garantie. D'accord, donc des gens qui ont des accidents et qui n'étaient pas assurés, c'est vous qui payez. Ensuite, charge à vous de récupérer une partie parce que vous récupérez pas tout. Non, on récupère environ 20% des sommes versées aux victimes auprès des auteurs. D'accord. Et le budget du c'est fonds... nous qui payons le reste. Voilà, le budget du fonds de garantie, c'est les assureurs les assurés qui payent le reste. Effectivement, c'est un coût et un coût croissant pour la collectivité des assurés. C'est pour ça que le fonds de garantie des victimes agit au nom de la solidarité nationale. Mais alors, par contre, on est sur une période où l'inflation est très 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 dure, où les gens ont plus même des fois de quoi manger. On va aller de plus en plus vers un nombre croissant de non assurés. Comme il y a des gens qui ne font pas le contrôle technique parce qu'ils n'ont pas l'argent pour le faire. C'est un risque, mais on ne peut pas encourager en responsabilité les conducteurs à rouler sans assurance. En fait, vraiment, nous, notre credo, c'est la pédagogie et de faire comprendre que certes, il faut être en règle, comme l'exige la loi, mais il faut surtout se protéger financièrement en cas d'accident. Parce que je comprends bien, moi, que 50 à 100 euros par mois, ça constitue un coût important pour chacun. Mais en pensant faire une économie, on peut s'exposer à un risque de ruine et à un endettement à vie auprès du fonds de garantie. Ouais, c'est une vraie réalité. Vous pensez que la disparition de la carte verte, ça va améliorer les choses? En tout cas, ce qu'il faut bien comprendre, et ça rejoint la question de votre auditeur, c'est que aujourd'hui, en tout cas, ça facilitera par une automatisation qui relève encore effectivement du contrôle de bord de route, le contrôle de l'assurance. Ça commence à signer, et ça signe la fin du pas-vu-pas-pris. Donc, autant urgemment se mettre en règle vis-à-vis de l'assurance de la responsabilité civile obligatoire. En tout cas, on a fait un gros point. Merci. Et merci de votre question, Jean-Marie. Merci. Oui, merci. Au revoir. Assurez-vous, Héloïse Le Goff, directrice de la communication du fonds de garantie des victimes. Et je vous rappelle ce chiffre, plus de 130 millions, ça coûte plus de 130 millions à la collectivité. Ça nous coûte à ceux qui sont assurés. À la société. Eh bien, dans quelques instants, on va rêver un petit peu avec l'essai de la semaine. Et juste après, on parlera du marché du véhicule électrique qui semblerait s'effondre en Europe. Vrai, faux, réponse avant la fin de l'heure. Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicule, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et les chiffres sont tombés. Le mois dernier, on aurait carrément plongé de 11,3% sur les ventes de voitures électriques. Est-ce que le marché du véhicule électrique est en train de s'effondrer en Europe? Nous allons en parler avec vous d'ici quelques minutes, mais tout de suite, on va rêver avec un essai de la semaine absolument sublime. Biomotors, agissez pour la planète en roulant au superéthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant.
présente Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Et ça y est, il l'a sorti pour nous. On va retrouver l'essai complet de l'ami Jean-Luc sur la page YouTube de Sud Radio et des extraits. Alors c'est pas vraiment une nouveauté. Parce sur la page Facebook de Sud Radio. C'est pas vraiment une nouveauté. Elle est 1967, ouais, exactement. Non, demain c'est la journée nationale du véhicule d'époque, donc j'ai sorti un de mes trésors pour vous le faire découvrir. C'est vrai que la Jaguar Type E, elle fascine depuis plus de 60 ans. C'est un chef-d'œuvre de style, c'est un bijou mécanique et pour moi c'est la plus belle voiture du XXe siècle. Un avis que partageait également un certain Enzo Ferrari, puisque quand il a découvert le coupé au Salon de Genève 1961, il s'est exclamé « c'est la plus belle voiture du monde ». Voilà. Ouais. Non, c'est vrai qu'elle est belle. Puis la vôtre particulièrement. Notre modèle est une série 1. On la reconnaît à ses phares carénés à l'avant et puis à l'arrière au petit feu de signalisation et au demi-pare-choc. La Type E, c'est un modèle vraiment à part, avec un long capot, avec l'absence d'arrêt de vive. Il n'y a pas une arrête vive sur la voiture avec un pare-brise panoramique qui est très incliné. Ça fait penser à un avion. Alors normal, parce que Malcolm Sayer, celui qui a dessiné la voiture, était ingénieur aéronautique pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais le plus surprenant, il était aérodynamicien, c'est qu'il n'a pas dessiné pour faire une jolie voiture, il a dessiné pour faire une voiture efficace. C'est une voiture longue. Ça fait 4,46 m de long. C'est la taille d'un SUV familial quand même. Le capot fait 2 mètres de long, mais ça fait seulement 1,66 m de large. C'est là qu'on revient dans les années 60. Bon, la Type E, elle existe en coupé, en cabriolet. La ligne du coupé, elle est plus originale, en particulier grâce à son toit en pente douce et puis son coffre qui s'ouvre verticalement avec des charnières du côté gauche. Le coffre, il est plutôt grand. Il y a même plus de place pour les bagages que pour les passagers. Puis dans le coupé, on a la sensation d'être aux commandes d'un chasseur de la Deuxième Guerre mondiale. La Type E possède d'ailleurs, comme je vous l'ai dit, une architecture qui est proche d'un avion, à savoir une caisse arrière monocoque sur laquelle vient se greffer à l'avant un châssis tubulaire qui supporte les trains roulants, le moteur, la boîte de vitesse. Et quel moteur! C'est un 6 cylindres qui a remporté juste 5 fois les 24 heures du Mans. Bloc en fonte, culasse aluminium, double arbre à cam en tête, alimenté par 3 carburateurs SU HS8. Ici, dans sa version 4 litres 2, développe 265 chevaux, 384 Nm de couple. C'était énorme pour l'époque. C'est encore conséquent aujourd'hui, d'autant que la voiture ne pèse que 1160 kg. Elle est donc légère. Le refroidissement était un problème à l'époque. Moi, je l'ai résolu. J'ai mis un gros radiateur en aluminium avec un énorme ventilateur, donc on peut faire l'embouteillage. Les freins, c'était la même chose. L'engin, ça prend 240 km/h, vraiment. Donc, les freins d'origine à l'avant, les étriers étaient un petit peu faiblards. J'ai mis des étriers 4 pistons, ça freine vraiment bien. Le châssis, lui, il est hérité de la compétition avec double triangulation à l'avant, un essieu arrière à roue indépendante, donc ça tient très bien la route. Par contre, c'est une vraie gymnastique pour monter à bord, Laurence, à cause des portes étroites, du toit qui est bas, des volumineux bas de caisse. C'est pour ça que nos amis américains, un peu plantureux, on dira ça comme ça, préfèrent le cabriolet, parce qu'on monte plus facilement dedans. D'ailleurs, dedans, l'espace est plutôt confiné. On a l'impression, comme je vous le disais, d'être aux commandes d'un chasseur de la Deuxième Guerre mondiale. Le pilote a face à lui les compteurs. Alors, le tachymètre, il monte jusqu'à 260. C'est pas pour faire beau, hein. Je vous ai dit, ça roule à 240. Le compte-tour à droite. Au centre du tableau de bord, on a plein de manomètres, température d'eau, pression d'huile, jauge d'essence, ampèremètre, auquel s'ajoute une foule de petits basculeurs chromés de type aviation. La 4 litres 2 possède une boîte 4 vitesses synchronisée d'origine. Ici, elle est remplacée par une boîte 5 rapports Getrag avec le pont court et une 5e longue. Ça permet à la fois d'avoir des accélérations canon et de pas trop consommer quand on est sur l'autoroute. Le démarrage, on est revenu à ça aujourd'hui sur les voitures de sport. On tourne la clé et on presse un bouton au tableau de bord et le 6 cylindres démarre avec un grondement sourd. Je vous invite à aller voir la vidéo sur YouTube parce que vous aurez le son du 6 cylindres. J'ai fait une petite prise de son pour bien que vous entendiez ce gros chat. D'ailleurs, ce qui surprend en premier, c'est que le confort est remarquable. Avec les roues à rayons, les pneus à flanc haut, les suspensions à grand débattement, on a un confort qui est équivalent à celui d'une limousine aujourd'hui. C'est absolument incroyable. Et puis le moteur est très onctueux et reprend dès les plus bas régimes. Et quand on écrase la pédale d'accélérateur,
c'est le fauve. Le gros chat se transforme en fauve. On passe de 0 à 100 7 secondes, c'est bien, hein. Donc, il offre déjà d'ailleurs ce moteur 270 Nm de couple à 1500 tours minute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit le régime auquel vous êtes, la vitesse à laquelle vous êtes, si vous écrasez la pédale d'accélérateur, ça accélère. Souple, vif, précis, puissant, voilà tout ce qu'on peut dire du coupé type E. C'est un vrai régal à conduire sur les petites routes. On peut même faire de l'autoroute avec, à 130 km/h, il n'y a absolument aucun problème. Par contre, quand il fait chaud dans le coupé, on n'est pas forcément très à l'aise parce que la température à bord monte vite, ça transforme l'habitacle en fournaise. Mais qu'est-ce que vous voulez quand on partage sa vie avec un top modèle? Il faut savoir faire des efforts parfois. J'adore quand vous parlez de moi comme ça. Pour parler prix, aujourd'hui, alors un coupé type E comme ça, en super bêta, ça vaut entre 120 et 150 000 euros. Alors vous allez me dire c'est très cher, mais si vous voulez la Ferrari équivalente de l'époque, qui s'appelle la 250 GT Lusso, ça vaut 10 fois plus cher. Ok, ça vaut entre 1,2 million et 1,5 million. Donc finalement, c'est une super affaire. Si vous voulez l'Aston Martin équivalente de l'époque, une DB4, DB4 GT de préférence, sinon elle est beaucoup moins performante, eh ben c'est pareil, ça vaut 10 fois plus cher. Donc au final, la Type E, c'était déjà une super affaire à l'époque. Ça coûtait entre 2 et 3 fois moins cher que les voitures équivalentes. Et aujourd'hui, ça reste encore une meilleure affaire, parce que c'est 10 fois moins cher que les voitures équivalentes. Non, puis après, ok, quand on commence à taper... C'est une voiture unique. Voilà, dans ce type de voiture. C'est un truc, voilà. Bon, c'est un grand bonheur. Et puis on a bien écouté vos conseils sur les freins et sur le radiateur. D'ailleurs, type E, alors je vais le dire, bouchez vos oreilles, type E, c'est pour érection, parce qu'en permanence, quand on est dedans, c'est ça, quoi. Ok, quand je vous ai dit qu'il allait faire du one-man show, écrivez show, C-H-A-U-D, c'est pas moi qui le dis, mais ça c'est une erreur. Merci beaucoup pour ce très beau partage. C'était l'essai de la semaine. L'ami Jean-Luc a pris le volant de sa super Jaguar type E. Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Avec Biomotors, agissez pour la planète en roulant au superéthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Rendez-vous sur biomotors.fr. Et puis dans le plaisir que vous aurez également de retrouver la vidéo complète de l'essai qui fait pratiquement 16 minutes, c'est direction la page YouTube de Sud Radio qui vous permet de retrouver toutes les émissions. Je vous rappelle que vous êtes plus de 4,3 millions à nous avoir écoutés, en tout cas 4,3 millions d'écoutes très exactement sur les environnements digitaux comme YouTube, comme Insta, comme Twitter, comme le site internet Sud Radio. Merci beaucoup, ça ce sont les chiffres du mois de mars. Profitez-en et continuez de grandir avec nous. Back to Car, première marque de pièces auto recyclées et garantie à vie, vous présente Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Ça fait la une de tous les journaux. Le marché du véhicule électrique serait-il en train de s'effondrer en Europe? On en parle avec Florent Ferrière, qui est journaliste à Automobile Propre. Bonjour Florent. Bonjour. Bonjour Florent. Alors 330 000 voitures électriques immatriculées au cours du premier trimestre en Europe. Ça recule un petit peu, c'est pas catastrophique, hein. On a baissé de 11,3% le mois dernier. Oui, mais ça baisse. Mais ça baisse. Alors il y a des pays, c'est juste catastrophique, c'est vrai. Si on parle de l'Allemagne, la baisse, elle est conséquente quand même. Florent ? Oui. Vous n'avez pas chargé votre batterie ce matin ? Si, je vous taquine. Oui. Oui. On évoquait la baisse en Allemagne. Elle est de combien la baisse en Allemagne ? Alors sur l'ensemble du trimestre, la baisse, elle va être de 14%, et elle est même encore plus prononcée en mars. En mars, il y a vraiment eu une dégringolade de 29%. Et en fait, ça s'explique parce qu'en Allemagne, il y a un arrêt du bonus écologique qui s'est quasiment fait du jour au lendemain. Du jour au lendemain, oui. Vraiment, les constructeurs et les acheteurs de véhicules électriques n'ont vraiment quasiment pas eu le temps de s'adapter. En fait. Ah ouais. Ouais. Donc le marché, alors on peut dire qu'il s'est écroulé en Allemagne. Hein. Ça, c'est vrai. Oui, c'est un véritable effondrement, parce que voilà, ils n'ont pas eu le temps de s'adapter. Ça a été vraiment annoncé à la fin de l'année dernière, parce qu'ils ont dû faire un plan d'économie assez drastique. Donc certains constructeurs ont essayé de prendre le relais en faisant des remises qui compensent. Et d'ailleurs, on voit un peu aussi la même chose en France, avec l'arrêt du bonus écologique sur certains modèles. On a des constructeurs qui essayent de pallier ça avec des remises. Ouais. Alors, à l'inverse, en Italie, où le marché est encore plus en berne, parce qu'on est à moins 34,4%, là, c'est pas la baisse du bonus qui provoque cette chute, c'est l'attente d'un nouveau bonus.
Ah, mais oui. Oui, ça fait en fait quelques semaines qu'ils promettent l'arrivée d'un nouveau bonus, qui est même demandé aussi par les constructeurs. Carlos Tavares, le patron de Stellantis, a vraiment mis la pression sur le gouvernement italien pour la mise en place d'aides qui relancerait les ventes. Et donc, il y a vraiment un effet d'attente du côté de nos voisins italiens. Bon, ceux qui disent ça y est, la voiture électrique c'est fini, on est d'accord, ils exagèrent un petit peu. Ah oui, non, c'est une vraie exagération. Pour l'instant, oui, les ventes stagnent, mais elles ne reculent pas et assurément, elles vont redécoller avec l'arrivée de nouveaux modèles. Vraiment, il y a une clientèle qui attend vraiment l'arrivée de véhicules moins chers, car c'est sûr, pour l'instant, ça demande encore un budget un peu plus conséquent que sur un véhicule thermique. Ouais. En France, le leasing social, il a bien dopé le marché du véhicule électrique en début d'année, là. Ah oui, alors c'est vrai que les ventes de voitures électriques se portent bien en France, contrairement à l'Allemagne. Mais c'est vrai que c'est surtout grâce au leasing social qui a été un véritable succès. Il y a eu plus de 50 000 demandes accordées. Donc là, actuellement, c'est des véhicules qui sont en train d'être livrés là sur mars, et puis ça va même continuer en avril, mai, juin. Donc ça porte le marché. Donc est-ce que c'est une hausse un peu artificielle, bien aidée par cette aide généreuse de l'État? Il y a sûrement du vrai, mais il y a aussi une clientèle qui a envie de passer à l'électrique sans vraiment courir après les aides, parce qu'elle a compris que c'est intéressant à l'usage. Hein. Faire 100 km en électrique, c'est vachement plus intéressant par rapport à l'essence, surtout qu'en ce moment, l'essence atteint des prix... des prix records, on dépasse. Moi, j'ai vu sur l'autoroute 2,35 €, le super sans plomb 95 de 10. Attention, hein, pas du 98, hein, c'est juste un truc... De toute façon, on est en train de flirter avec les 2 €. À l'extérieur partout, à peu près partout. Alors, il y a quelque chose d'étonnant, en revanche, dans le marché de l'électrique, c'est que Tesla, qui était en tête pratiquement partout, est en train de régresser à vitesse grand V. Comment on peut expliquer ça ? C'est vrai qu'il y a un petit coup de mou. Alors moi, je l'explique déjà d'une première façon, c'est que bon, tous ceux qui voulaient une Tesla en ont acheté une l'année dernière, parce que l'année dernière, Tesla a vraiment baissé ses prix. Mais ils viennent encore, hein, je crois, cette semaine, ils viennent encore de baisser les prix, là, cette semaine, sur le modèle Y. Hein. Et sur la Tesla 3 aussi. Sur la Tesla 3, les prix viennent de baisser de, je crois que c'est 2 à 3 000 € un petit peu partout en Europe. Parce que justement, comme les ventes se sont passées, nouvel effet de réaction, encore une baisse des prix pour essayer de relancer les ventes et puis faire tourner les usines. Ouais, parce qu'en plus l'action de Tesla a pratiquement été divisée par 2 depuis le début de l'année, donc j'imagine qu'ils vont réagir. Ça va tirer le marché de l'électrique, cette guerre des prix entre les Chinois qui baissent les prix parce qu'on leur retire le bonus, et puis Tesla qui va baisser ses prix pour arriver à écouler sa production. Ça va tirer le marché vers le haut, selon vous ? Ah bah oui, c'est toujours intéressant pour le client de profiter des véhicules moins chers, et vraiment Tesla a servi de maître étalon, parce qu'on voit l'arrivée des nouveaux modèles même français comme le Scénic, les prix sont très attractifs parce qu'ils se sont calés sur le Tesla Model Y qui fait vraiment figure d'épouvantail, et à juste titre parce que ça a été le véhicule électrique le plus vendu en France, en Europe et même dans le monde l'année dernière. Donc c'est tout bénéfice pour le client. Et puis après, moi, il y a quand même aussi un aspect important, c'est que comme les ventes se tassent un peu, il y a toujours moyen d'aller voir en concession, de voir des modèles en stock, de négocier dessus, et donc d'avoir un véhicule électrique qui, entre une promo et un bonus, sera quasiment au prix d'un thermique. Ouais. Et puis pour tous ceux, parce que vous allez voir, on voit les gros titres. Alors c'est évidemment sur Internet, mais dans la presse aussi, en disant ça y est, c'est la mort de l'électrique, le retour du diesel. Bon, sur le mois dernier, où vous l'avez compris, les ventes d'électrique ont quand même baissé. Le diesel restait derrière. Hein. On est à 13% des ventes sur l'électrique, on était à 12,4% sur le diesel. Je vais rappeler quand même qu'en France, il y a une dizaine d'années, on était à plus de 70% de ventes de diesel. Donc on comprend bien. Bon, alors c'est vrai, qu'est-ce que ça démontre ça ? Alors pour répondre à la question de départ, non, le marché de l'électrique n'est pas en train de s'écrouler, il est en train de se rééquilibrer à un niveau qui paraît plus juste, c'est-à-dire moins les aides des États. Et on va arriver, là il y a beaucoup de modèles électriques moins chers qui vont arriver, qui vont continuer à doper ce marché, mais le 100% électrique prévu en 2035 paraît de plus en plus utopique. Hein. C'est ça que ça démontre en fait. Ça démontre que il y a de la place pour toutes les énergies et pas de la monoculture comme on l'a fait jusqu'à présent en Europe, où on a voulu être tout diesel et maintenant on veut être tout électrique. Voilà. Bon, merci Florent Ferrière.
Merci. Journaliste à Automobile Propre. Merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio pour nous éclairer un petit peu sur cette baisse des ventes, ou tout du moins la sensation, puisque du coup les anti-électriques... Non, mais c'est pas un écroulement, c'est une baisse. Les anti-électriques tombent dessus en fait. Ça oui, les bien arrange. sûr. Ça les arrange. Oui. On fera un point d'ailleurs d'ici 2-3 mois, on va voir comment ça se passe. D'accord. Non, mais ça va rester à peu près à ce niveau-là, moi j'en suis persuadé. D'accord. Allez, dans la suite de notre numéro. Numéro spécial de notre émission, nous allons accueillir Ahmed dans quelques instants au 0826 300 300 qui a une question à poser sur une des marques préférées de l'ami Jean-Luc également. Et puis juste après, restez avec nous car la deuxième heure sera non pas totalement mais quand même essentiellement consacrée aussi aux voitures de collection, aux Youngtimers, à tout ce qui fait rêver. À tout de suite. Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Présenté par Back to Car, première marque de pièces auto recyclées et garantie à vie. Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et vous le savez, cette émission est la vôtre. Vous pouvez poser vos questions alors toute la semaine en nous écrivant jeparticipe@sudradio.fr ou en mettant votre question directement sur le site internet de Sud Radio et ou en nous appelant au 0826 300 300 où nous accueillons tout de suite au standard de Sud Radio Ahmed qui est avec nous. Bonjour Ahmed. Bonjour Ahmed. Bonjour Jean-Luc, mes hommages Dame Laurence. Vous êtes bien urbain. On vous écoute, charmant homme. Mais écoutez, je souhaitais savoir si sur un Lexus RX 400H de 2008, on pouvait utiliser du E85 à 100%. Alors, oui on peut, mais non on peut pas. Ah, je vous présente Jean-Luc Normand. Peut-être bien que oui, peut-être bien non. Non, alors, je vais vous dire, quand on est, surtout que là, on vient de passer sur la formulation été, entre guillemets, du E85, même s'il fait un peu froid en ce moment. Donc, on passe à du E85, parce que l'hiver, c'est du E65. Pour faciliter le démarrage. Voilà. Donc là, on vient de passer vraiment sur du E85. Donc du E85 pour le RX 400H, ça passe. Ça passe, mais vous prenez un risque. Alors que si vous faites comme moi, je fais 40% essence, 60% éthanol, et ça fait 15 ans que je le fais. Sans boîtier. Sans boîtier. Donc si ça avait dû lâcher depuis 15 ans, ça aurait lâché totalement. Là, la sécurité... Alors, je vous explique pourquoi le RX, il arrive à boulotter ça va se transformer en quoi? Ça va se transformer en E50 ou E45 au total, hein, puisque vous mélangez de l'essence et du E85 qui l'hiver est du E65 et l'été est du E85. J'ai perdu Laurence déjà. Non, dès qu'on parle de chiffres, ça y est, on la perd. Non, c'est pas ça, c'est que je me mets à la place de nos amis qui prennent l'émission en route là et qui allument le poste de radio et qui entendent des E85, E40, E60, c'est très drôle. Non, voilà. le RX 400H qui commence à dater un petit peu maintenant, il est sorti en 2005. Quand il est sorti, il a commencé par être commercialisé aux États-Unis, il a été commercialisé en particulier en Californie où on roule au E20 depuis longtemps. Et les Japonais sont des gens qui aiment bien prendre des marges de sécurité. Ils sont très prudents, les Japonais. Et donc, à partir du moment où un véhicule doit pouvoir ingurgiter sans problème du E20, eh ben, ils font une cartographie pour qu'il ingurgite du E40. Et puis, comme des fois, ils se disent, si jamais on va à la montagne, machin, ils gardent encore une marge de sécurité. Donc, le bazar, il a une cartographie qui est étendue largement pour rouler à 50-50 ou même 60-40, comme je fais depuis très longtemps. Ça veut dire, moi, j'ai démonté une bougie pour regarder parce que vous n'avez pas de la lumière? Non, oui, c'est ça. Parce qu'on m'avait coupé l'électricité à la maison, donc j'ai démonté une bougie sur la voiture. Non, mais pour le meilleur moyen pour regarder quand vous faites ce genre de mélange, vous démontez une bougie, vous regardez quelle tête elle a. Si la bougie est blanche, ça veut dire que vous êtes en mélange trop pauvre, donc danger. Si elle est de couleur normale, un peu chocolat clair, c'est très bien. Donc moi, j'avais démonté une bougie pour regarder.
Ça carbure parfaitement comme ça. Okay. Donc il n'y a aucun risque à fonctionner comme je fais. Je vous dis 60-40, ça vous baissera pas mal votre budget carburant. Et je vais même vous dire un truc. Ce moteur, il est conçu de telle façon que quand moi je suis à 60% d'éthanol et 40% d'essence, ma conso, elle change pas par rapport à 100% essence. C'est un truc incroyable. Alors qu'on dit qu'effectivement l'éthanol, on consomme 20% de plus à peu près. Plus. Ben moi je surconsomme pas. Ok. Donc, inutile de refaire la cartographie. Non, inutile de refaire la cartographie. Les Japonais l'ont fait pour vous de façon bien plus efficace que ne le referait un gars avec son ordinateur à la maison. Donc vous touchez pas, touchez surtout pas à la cartographie. D'ailleurs, ces voitures-là, en règle générale, le mieux c'est de toucher à rien. C'est comme ça que ça dure le plus longtemps. Bon, je sais pas. Il a combien... un véhicule très agréable. Ouais, 245 000 km. Ouais, 245 000 km. Il vient de finir son rodage, donc c'est nickel. Tout à fait. Ouais, le mien, il a 18 ans et consomme toujours pas une goutte d'huile. C'est un Youngtimer, ça y est, le vôtre. Ouais, c'est vrai. Alors j'ai vu dans votre mail que vous parliez d'augmenter la puissance. Vous avez pris la foudre ou quoi? Parce que ça fait déjà 270 bourrins le truc. Vous avez besoin de plus de chevaux que ça? Parce que quand on accélère pour doubler, il y a du monde quand même, hein. Oui, c'est vrai, j'ai remarqué. J'ai remarqué que ça poussait bien. Bah ouais, il n'y a pas besoin de plus, hein. Il n'y a pas besoin de plus. Non, je vous dis, ces voitures-là, en plus, elles ont une réputation de fiabilité qui n'est pas usurpée. Si on commence à bricoler dedans, après, le mieux qu'on puisse avoir, c'est des pannes. Donc non, faut. Donc là, il ne touche à rien, en fait. Touchez à rien, vous le gardez comme ça. C'est pas une équipe qui gagne. Donc 60-40. C'est exactement ça. Pensez quand même, alors c'est un peu onéreux, à faire régulièrement la courroie de distribution, parce que sur cette voiture-là, il y a encore une courroie. Sur les modèles d'après, le 450, c'est une chaîne, donc il n'y a pas d'entretien, mais le seul entretien qu'il y a sur le 400H, c'est la courroie de distribution. Il faut la faire, normalement, c'est 150 000 km. Ou 100 000, je crois. Vous l'avez fait quand? 150 000. Vous l'avez déjà fait ou pas? Amen. Mais non, pas du tout. C'est un véhicule dont j'ai fait l'acquisition il y a un mois, à peu près. Ah ouais. Et l'ancien propriétaire. Ouais, regardez. De toute façon, vous posez la question à Lexus, ils vous diront quand ça a été fait. Il y a un suivi informatique des véhicules, donc ils vous diront quand ça a été fait. C'est la seule précaution qu'il faut prendre avec cette voiture. Voilà. Après le reste. Très bel outil. C'est hyper confortable. Je peux vous poser une question qui n'a rien à voir avec la bagnole? Allez-y, dites-moi. Parce qu'entre mecs, là, vous parlez voiture. Vous avez un joli accent. Je vous remercie. Je suis toulousain. Ah voilà, je me disais, ça me rappelle une région qu'on connaît bien ici. Eh ben, c'était très agréable de vous écouter également. Merci beaucoup, Ahmed. Merci à vous. Je vous souhaite une excellente journée. Vous aussi, passez au revoir. Un très très beau week-end. Et puis attends, je vais rajouter. T'as 10 secondes là. 20 secondes. 10 secondes, il te reste. 10 secondes. Ça vaut rien, un RX 400H en occasion aujourd'hui. En 2008, c'est combien? Ça vaut entre 5 et 8 000 euros. Vous avez une voiture de luxe à ce prix-là. Moi, c'est bien. Hybride. Merci de ce rajout, l'ami Jean-Luc. Vous êtes très en forme ce matin, Jean-Luc. Allez, dans quelques instants, le retour de l'info. Et juste après, on va parler pneus. On va parler des pneus de Youngtimers, donc ces fameuses voitures qui ont entre 15 et 30 ans. C'est le cas de la Lexus de l'ami Jean-Luc et peut-être également de votre véhicule. À tout de suite. Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicule, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et vous venez peut-être juste de nous rejoindre pour cette deuxième heure sur Sud Radio. On parle auto, bien sûr, avec vous et avec l'ami Jean-Luc, avec un programme plutôt joli. Si vous aimez les voitures de collection, les Youngtimers, celles qui font rêver, les classiques, restez avec nous parce qu'on va en parler. Demain, 8e journée nationale du véhicule d'époque. Demain dimanche. Ouais, demain dimanche, 8e journée nationale du véhicule d'époque. C'est quoi la journée nationale du véhicule d'époque? Eh bien, on sort ces voitures anciennes, on circule avec, on partage sa passion avec monsieur, madame, tout le monde. Et si vous avez loupé l'essai de la semaine, eh bien, vous avez intérêt à revenir en arrière. Vous verrez une très belle voiture. Voilà, on n'en dit pas plus. Rendez-vous sur la page YouTube de Sud Radio ou directement sur le site internet. Alors pour sortir, sortir sa voiture demain. Eh bien, si vous l'avez stocké, si vous avez écouté Jean-Luc Moreau, un gars très bien qui fait une émission sur Sud Radio tous les samedis matins, avec 11h, une nana exceptionnelle. Avec une nana exceptionnelle de 11h à 13h, on vous a donné plein de conseils avant l'hiver pour
stocker votre voiture de collection. Parce que c'est vrai que l'hiver, on n'a pas trop, surtout si c'est un cabriolet, et qu'il pleut. Et il a presque pas plu cette année. Non. Donc il y a beaucoup de voitures de collection qui sont restées au garage. Et avant de la sortir demain, vous dites ouais chouette, c'est la JNVE. Bon, il fait pas trop chaud, ça va être bien, la voiture va pas chauffer. Je vais la sortir, je mets un coup de démarreur, je pars. Attention, on fait pas ça. Pour sortir une voiture de l'hivernage, il y a quelques précautions à prendre. Donc tout à l'heure, on aura un spécialiste avec nous qui s'appelle Jean-Luc Moreau qui vous parlera de ces précautions à prendre. Alors je vais juste raconter quelque chose qui m'a fait mourir de rire quand on a travaillé sur cette émission. Vous savez, on a un conducteur sur lequel on met les noms des invités. Et là, Jean-Luc, il a marqué invité, moi, en grande police et en gras. Nous allons évidemment vous donner la parole, vous aussi, pour poser vos questions, qu'elles soient ou non sur les voitures de collection. Vous n'hésitez pas, 0826 300 300. Mais tout de suite, on va commencer par les voitures les plus jeunes, les 15-30 ans, les Young Timers. Quels pneus pour les Young Timers? Où en est-on aujourd'hui? Allez, c'est parti. Le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route, présente Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Young Timers, les pneus, où en est-on? On accueille Bruno Coué, responsable marketing Michelin Pneus Collection, qui va nous apporter sa bonne méthode. Bonjour Bruno. Bonjour Bruno. Bonjour Laurence et bonjour à votre invité Jean-Luc Moreau. Non, mais c'est même pas Jean-Luc, c'est marqué moi. On va parler. Monsieur Moi. Alors. Monsieur Moi. On va parler Ketchoux. On va parler Ketchoux avec avec Bruno. J'ai l'impression que c'était les croquettes que je donnais à mon chat. Mais non. Tiens, ça représente quoi le marché pneus de collection pour Michelin? Ah ouais. Alors, pour Michelin, on tourne autour de 90 000 pneus vendus chaque année. Quand même. Les chambres à air, on n'oublie pas les chambres à air. Oui, tout à fait. Voilà, donc bien évidemment, on parle de marché niche. Mais bon, voilà, 90 000 pneus, c'est à peu près notre volume annuel qui est en progression constante depuis 3 ans maintenant. Oui, et qui va bien progresser cette année parce que là, on a l'anniversaire, on en a parlé la semaine dernière, c'est l'anniversaire de la traction, 90 ans de la traction, et la traction, elle est équipée en Michelin puisque à l'époque, quand la traction est sortie, Michelin avait repris Citroën. Donc tous ceux qui vont faire rerouler les tractions, là, ils vont les équiper avec du Michelin. Oui, et les tractions, on va en voir beaucoup dans une dizaine de jours maintenant, puisque l'anniversaire a lieu à Charade, l'anniversaire France. Il y a déjà 1000 tractions qui viendront du monde entier. Il y en a qui viennent d'Australie. Voilà, donc, mon premier Aléro avant motrice, puisque c'est à Charade. Mon second était produit par un constructeur français. C'est ça, Charade, en fait. Traction. C'est la Charade. Bon, Bruno, quand même, parce que on a annoncé qu'on allait parler Young Timer. C'est un marché en pleine expansion, on est bien d'accord. On est bien d'accord, et de plus en plus de gens viennent sur les salons et les réunions avec des véhicules de Young Timer, donc entre 15 et 30 ans, quoi. 25 ans plutôt. Alors la problématique, c'est que c'est des voitures pas suffisamment anciennes pour relancer des productions de pièces ou de pneus, et puis trop récentes et trop ancienne, alors pas suffisamment ancienne pour relancer les productions, et trop ancienne pour avoir encore en stock les pneumatiques en question. Et moi, je sais que certains de mes amis qui roulent avec des Young Timers ont eu beaucoup de mal à en équiper certaines en pneumatiques adaptées. C'est pour ça que vous allez relancer une production pour ces véhicules-là. Exactement. Donc on a commencé le process il y a maintenant 3 ans, et actuellement on propose 21 dimensions de pneus dits Young Timer en 13, 14, 15 et 16 pouces. Plus un pneu pour les 4x4 classiques en 205/16. Ouais. Alors pour rentrer vraiment dans le détail, on peut équiper, c'est pour équiper quel véhicule ces pneus que vous relancez? Alors, en fait, le process est le suivant. On regarde d'abord s'il existe encore des pneus sur le marché pour équiper certaines voitures qui sont devenues maintenant à faible demande de volume. Et si malgré tout, on s'aperçoit qu'il n'y a plus d'offres dans le catalogue du groupe Michelin, donc ça peut être Michelin, BF Goodrich, Kleber, eh bien on prend la décision de relancer une production sur des dimensions. Je peux citer quelques cas, les Fiat Uno Turbo par exemple. Qui est en 13 pouces, Voilà, tout à fait. 175/60 par 13, ça équipe aussi les Polo G40, une voiture faiblement diffusée en France. Après, il y a quelque chose de beaucoup plus diffusé dans notre pays, c'est la Super 5 GT Turbo qui est souvent équipée en 195/55/13. Là encore, c'est une montre unique c'est la seule voiture équipée comme cela.
Et donc on a relancé les productions pour ces voitures. Après, bon, ça peut être je crois que vous avez un voisin, Jean-Luc, qui est président du club 21 Turbo. Ah, il n'est pas président du club, mais il en a eu jusqu'à 8 des R21 Turbo. Donc. Et c'est vrai que pendant un moment, il galérait pour trouver des pneus. Exact, et du pneu de qualité en particulier. Donc la dimension c'est 195-55-15. Voilà, ça y est, on a sorti le pneu pour cette auto. Et qui est aussi opportunément la montre des 405 M16 et aussi une voiture un peu plus récente, la 205 16S. D'accord. Il y a d'autres types de pneus. Alors là, propres à Michelin, qu'on a parfois du mal à trouver, sont les TRX. Donc avec vous allez nous expliquer ce que c'est qu'un TRX. Ça fait un peu dinosaure, voilà. TRX. Ouais. C'est clair. Alors TR veut dire tension répartie. C'était une technologie qu'avait lancée Michelin à l'époque, avec un procédé un peu révolutionnaire pour une mise à plat parfaite du pneumatique, tout en conservant un certain niveau de confort. Étaient lancés à l'époque les premiers pneus taille basse. Donc ce pneu alliait une précision de conduite avec un confort qui était quand même préservé. Et c'est monté sur des jantes millimétriques et non pas des pouces. Donc quand on a des jantes millimétriques, on n'a pas le choix, on est obligé de monter que du TRX. Ouais. Tout à fait. Et c'est pourquoi, mais là, cette fois, donc, on les a au catalogue depuis de très nombreuses années. Nous maintenons une production de pneus TRX dans les dimensions, je dirais, les plus courantes. Enfin bon, courantes, si on peut parler ainsi. Les R5 Turbo, les Alpine A310 étaient en TRX, mais aussi de nombreuses Ferrari. Les Ferrari 400, par exemple, étaient montées souvent en TRX. Ou les 328, puisque moi, j'en ai une. Mais alors, la mienne n'est pas en TRX, moi. Elle est passée en pouces, parce qu'il y a eu des années où... alors, vous allez me dire si c'est vrai ou pas. Michelin lance des productions de TRX, mais c'est pas régulier, quoi. Il faut tomber. Si, c'est régulier. Les dimensions qui sont à notre catalogue sont en production régulière. D'accord. Il n'empêche que ponctuellement, pendant un mois ou deux, on peut être en rupture de stock parce que la demande a été supérieure à la production. Mais donc, on continue à produire de manière régulière. Sur notre site classique.michelin.com, vous pourrez trouver les dimensions. En diamètre 340, 365, 390 ou 415 mm. Donc, nous avons des productions régulières. D'accord. Du pneu TRX. Ouais. Il y a encore des modèles, là... un petit peu exotique qu'on peut pas équiper en pneus Michelin et que vous prévoyez bientôt d'avoir au catalogue? Alors oui, il y a encore. On n'a pas la prétention d'être totalement exhaustif. Il y a tellement de véhicules produits, en particulier avec parfois des montres décalées, comme sur les Porsche 911, etc. Donc on n'a pas un catalogue exhaustif en pneus collection. Mais oui, donc on va reprendre par exemple des pneus pour les Corvette C6 ou la Dodge Viper. On l'a déjà repris au catalogue. Ah, vous n'avez pas prévu pour la Corvette C4 ZR1 par hasard, hein? Non, malheureusement. Ah, zut. Malheureusement, donc là. Voilà. Et à ce titre, je voudrais peut-être évoquer un point, c'est l'homologation européenne des pneumatiques. C'est-à-dire quand vous avez une voiture exotique qui n'a parfois pas été diffusée en Europe, donc qui fait l'objet d'importations spécifiques des États-Unis ou d'un autre pays, et que vous trouvez bien des difficultés pour remonter des pneumatiques sur cette auto, vérifiez bien que sur le pneu, quelque part, la norme E européenne, avec un chiffre derrière, valide son homologation pour le marché européen. Mais Bruno, si le pneu en question n'existe pas en Europe, comment on fait? On laisse pas la voiture au garage? Ça peut être en effet un problème pour certaines autos que d'avoir des pneus homologués pour le marché nord-américain, mais pas pour le marché européen. C'est un point un peu précis, donc le règlement il est précis, c'est le R117.2 qui est matérialisé par un cartouche sur le pneumatique avec une grosse lettre E en lettres majuscules, et puis un chiffre derrière, qui est le pays où a été passée l'homologation. Si les pneus sont dépourvus de ce cartouche, le pneu n'est pas homologué pour un usage Europe, et pour en cas de grave accident, l'expert automobile mandaté pourrait faire le tour de la voiture de manière très, très précise et dire désolé. C'est un problème. Bruno, on va s'appeler juste après, là, puis je vais être obligé de vous menacer pour que vous fassiez des pneus pour ma Corvette C4 ZR1, parce que moi j'ai des pneus donc pas homologués en Europe, puisque absolument introuvables chez nous dans ces dimensions-là. Ouais. Exact. Alors, on a pour la C6, par contre, on a au catalogue Michelin Europe de quoi équiper en 19 et 20 pouces, mais en effet pas pour la C4. Bon, mais il va falloir y remédier. Bon, on va en parler. Il y a une demande spéciale du petit Jean-Luc. Bon, merci Bruno en tout cas. Très clair en tout cas. Ouais. Responsable marketing Michelin Pneus Collection, on vous embrasse et on vous souhaite un très très beau week-end.
Moi également. Et demain dimanche, donc, excellente journée du patrimoine à Charade. Sortez vos vieilles autos. Ouais, entre autres. Et à Charade pour l'attraction, les 90 ans, entre autres, de cette belle voiture. Iconique. Bonne Allez, journée, Laurent. merci à Bonne vous journée, aussi. Jean-Luc. On fait une pause et puis dans quelques instants, c'est Kevin que nous allons accueillir au 0826 300 300. Vous êtes les bienvenus pour poser toutes vos questions, y compris d'ailleurs sur la page Facebook de Sud Radio. Vous êtes nombreux tous les samedis entre 11h et 13h et tout le reste de la semaine, évidemment. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicule, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et on vient de l'évoquer, demain c'est la 8e journée nationale du véhicule d'époque. On en parle dans quelques minutes en compagnie de Fabrice Rétoffer qui est responsable des fameuses journées nationales des véhicules d'époque. Mais ce sera juste après avoir accueilli Kevin qui veut échanger avec nous au 0826 300 300. Bonjour Kevin. Bonjour Kevin. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Comment ça va ? Ça va bien. Bon, vous nous appelez d'où là, vous ? Là, je suis à côté de Toulouse, Villefranche de Lauragais. Très bien. Allez, on vous écoute. Voilà. Et moi, je vous appelle par rapport au fameux moteur PureTech. Parce que beaucoup de je m'en vais là. Que beaucoup de propriétaires baptisent le PureTech d'ailleurs. Ouais. Ah, c'est bien ça. Voilà, le PureTech. Ouais. Je vais aller sur un terrain inconnu. En fait, j'ai acheté une Peugeot 2008 il y a 3 ans, en 2021. Oui. Et en gros, là, je me suis rendu compte que je perdais pas mal d'huile. Alors, vous perdez ou le moteur consomme de l'huile ? Le moteur consomme de l'huile. Ouais. Un peu les deux. Un peu les deux. Parce que j'avais aussi une micro-tache d'huile sous la voiture de temps en temps. Donc je pense qu'il y a aussi de l'huile qui... une micro-tache. La fuite d'huile, c'est pas ça. Hein. Moi, j'ai des voitures anglaises, je peux vous assurer que c'est pas une micro-tache quand il y a une fuite d'huile. Non, ça... mais le moteur consomme de l'huile, voilà. Et je l'ai fait passer en valise chez Peugeot. Oui. Parce qu'à un moment donné, j'ai eu un voyant moteur, du coup. Et il s'avère qu'en fait, j'ai un cylindre qui est plus étanche, qui fuit. Super. Voilà. 3 ans la voiture. Et puis en plus le traitement des cylindres de ce moteur fait qu'on ne peut pas, vous savez, quand les moteurs anciens étaient abîmés, on réalisait, on changeait le piston, on changeait les segments, etc. Ce moteur-là, c'est impossible de faire ça. Donc là, quand vous avez un cylindre qui est dans le sac, le moteur est bon pour la poubelle. Mais non. Oui. Voilà. C'est en gros, c'est entre 4 000 et 7 000 euros de changement de moteur, du coup. Ouais, vous voulez que je vous fasse faire des économies ? Ouais. Elle est sous garantie, la voiture, là. 2021. J'avais une garantie de 12 ou 24 mois. Je sais plus, là. Ah, mais c'était une occasion de 2016. Ah, mais oui. C'était une occasion qui avait 65 000 km quand je l'ai acheté en concession. Est-ce que vous savez s'il y a un carnet d'entretien qui est à jour dans le réseau Peugeot ? Dans le réseau Peugeot ? Ah ouais, parce que en fait, il y a une telle grogne. Alors j'emploie le mot grogne, mais c'est plus que grogne contre Stellantis, qu'ils ont décidé d'étendre un peu la garantie pour certains moteurs à 10 ans et 175 000 km. Et quand je dis pour certains moteurs, c'est à la condition que tous les entretiens aient été faits en temps et en heure dans le réseau du constructeur concerné, Peugeot, Citroën, Opel, enfin tous ceux qui ont des moteurs PureTech. Donc au-delà de ça, malheureusement, là, comme votre moteur est ancien, il y a très très peu de chances que ce soit pris en garantie. Mais il y a une autre solution. Il y a une autre solution. On a, vous avez entendu dans la chronique environnement. On va le faire. Tiens, maintenant, on va le faire comme ça, sous forme de je ne sais pas moi-même de quoi vous allez. Je ne sais pas. Dans la chronique environnement, on a un partenaire qui s'appelle Back2Car. Et Back2Car, ils font de la pièce de réemploi et ils font de la pièce d'occasion qui sont révisées. Et là, Back2Car, ils vous proposent un PureTech. Avec un faible kilométrage entre 2000 et 2500 euros, garantie à vie. Vous allez me dire, mais comment eux, ils peuvent garantir à vie un truc que, on connaît très bien les faiblesses du PureTech.
et on sait comment y remédier. Il propose aussi un moteur totalement reconstruit, c'est la gamme Rayman. Ah. Non, ça reste un moteur avec courroie, garantie 2 ans pour 3 200 € hors taxe. Alors évidemment, il faut rajouter le montage, mais si vous voulez pas dépenser trop, à partir de 2 000 €, vous aurez un moteur en bon état que vous pourrez monter dedans. Il y a des nouvelles préconisations d'utilisation d'huile qu'il faudra respecter. L'huile a été changée. Mon garagiste, il m'en a parlé de l'huile. Bah, ça y est, maintenant, normalement, tous les garagistes sont au courant. Et pour les vidanges, on passe de la 0W30, qui était une huile très fluide, à de la 5W30, qui est un peu moins fluide à froid et qui permettra de diminuer les consommations d'huile de beaucoup de moteurs. C'est aussi une huile dont la formulation devrait moins dégrader la courroie de distribution, parce que c'est une courroie qui trempe dans l'huile. Et en fait, elle n'aime pas ça. D'accord. Est-ce que je mets de l'huile? Oui. Est-ce que je peux poser une question, Kevin? Bah voilà, du coup, vous m'avez fait rire et j'ai perdu ma question. Bah c'est malin. Non, combien vous l'avez acheté, votre voiture? Alors, ma voiture, je l'ai achetée 13 800. Wow. Ouais, mais elle vaut combien aujourd'hui? Et ben, on est allé la faire estimer chez Aramis. Ouais. Et ils nous l'ont estimé là maintenant avec du coup le problème qu'elle a, 1000 €. Oh la vache. 1000 €. Ah non, regardez, allez sur le site Back to Car, ils en ont des moteurs. Regardez, Back to Car, ça s'écrit BACK, ensuite c'est un 2 et ensuite CAR, Back to Car. Hein, je vous ai dit, entre 2000 et 2500 € pour un moteur faiblement kilométré, un PureTech. Ça vaut le coup, si votre voiture est pas, pour le reste, pas abîmée, de changer ce moteur, mais sans évidemment passer par la casse Peugeot qui va vous facturer le truc au minimum 7000 €, voire 10 000. Par contre, pour faire appel aux professionnels qui vont lui changer le moteur, tous les garagistes le font, quel que soit, si vous avez un bon garagiste. C'est relativement simple. Alors, je vais vous donner le numéro de téléphone de Jean-Luc M, qui a son garage à Paris. Et non. Ça, c'est plus simple de trouver, un garage. Bon garagiste. Oui, parce que là, c'est un changement du moteur. Donc, c'est une opération purement mécanique, assez simple. C'est pas une réparation. D'accord. Bon, en tout cas, bon courage, parce que Kevin... Faites ça, Kevin, vous avez tout intérêt, parce que 1000 € de reprise de voiture, franchement, parce que ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont remettre ce fameux moteur à 2000 balles dedans. Et puis ils vont le revendre. Et puis ils vont la revendre 10 000. Ouais. À la limite, faites ça. Vous changez votre moteur, vous la revendez, parce que quand on est déçu par une voiture, on ne sait pas la garder, on n'a pas envie. Et puis vous la vendez au prix qu'elle est, comme ça vous ne perdrez pas complètement 13 000 €. Un peu, voilà. Hein, c'est peut-être un bon plan à faire, en tout cas. En tout cas, c'est le conseil du jour de l'ami Jean-Luc. On vous embrasse, Kevin, et merci, bon courage. Kevin. Bonne journée, au revoir. Bonne journée, et au revoir. le conseil de Lolo, c'est sur les voitures d'occasion que vous trouvez sur tous les supports de vente d'occasion. S'il y a un moteur PureTech 1,2 litre, vous n'achetez pas. C'est un sujet qu'on fera d'ailleurs. Sauf ceux de cette année, qui ont complètement changé. Les 1,2 litre PureTech, ça n'a plus rien à voir. Oui, la nouvelle génération avec une chaîne, etc. Mais avant, vous n'achetez pas. Voilà. Et désolé pour... Parce qu'on dit là où il y a une chaîne, là où il y a de la chaîne, il n'y a pas de plaisir. C'est pas vrai. Le nouveau, il y a beaucoup de plaisir avec cette chaîne. Bon, allez, une pub, une pause. Alors, la pause, c'est donc le nouveau mot qui est un mélange de pause et de pub. On fait une pause pub. Voilà, on va la faire comme ça aussi. Et puis, on se retrouve dans quelques instants. On va parler de la 8e journée nationale du véhicule d'époque. Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicule, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente. Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Bon, juste après le témoignage de notre ami Kevin, qui ne vit pas une super histoire, c'était un peu tristouille. On va parler bonheur maintenant, on va retrouver un joli sourire avec que ça sera une voiture de collection, la journée nationale du véhicule d'époque. Salut Fabrice Rétofer, pardon. Bonjour Fabrice. Fabrice? Allô, on a perdu Fabrice. Allô Fabrice? Ah. Vous m'entendez? Oui, vous avez un téléphone d'époque, vous aussi, responsable. Exactement, oui. Vous êtes 30 ans. Vous êtes responsable de la journée nationale du véhicule d'époque auprès de la Fédération française des véhicules d'époque. Voilà. Bon, huitième année. Oui. Alors, expliquez-nous en quelques mots ce que c'est que la journée nationale du véhicule d'époque. Déjà, cette journée, elle est faite de convivialité et de partage, puisque ce sont quand même tous les amateurs, collectionneurs et enthousiastes de véhicules de collection qui se rencontrent dans les 4 coins de la France.
Donc, 8e édition, chaque année on fait mieux, on a de plus en plus d'événements. Donc on a plus de 220 événements qui sont sur notre carte de France. Donc on a une carte interactive. Avant de parler de la carte interactive, Fabrice, en France, 800 000 collectionneurs, on est d'accord, c'est ça à peu près le chiffre ? C'est ça, oui. Donc chaque collectionneur en général fait preuve de boulimie, moi j'en connais, ils ont plus d'une voiture. Je ne donnerai pas de nom. Ça fait quand même un nombre conséquent de véhicules de collection en France. D'ailleurs, tiens, comment se situe par rapport aux autres pays d'Europe ? Écoutez, les Allemands comme les Belges sont de gros collectionneurs aussi, mais bon, la France c'est un petit peu à part puisqu'on avait tous les grands constructeurs depuis le début du siècle, comme Panhard et Levasseur, tout ça, et les grandes marques comme Renault, Peugeot, Citroën, vous voyez, je veux dire. C'est génétique chez nous en fait. Ouais, mais on a inventé l'automobile, on va le redire. Ça fait partie de notre ADN. Il faut que les casques à pointe arrêtent de dire que c'est eux qui ont inventé la bagnole. La bagnole, c'est français, on est désolé. Voilà. Pourtant, n'oublions pas que nous, en parlant de ce que vous venez de dire, notre partenaire principal s'appelle Bosch Car Service quand même. Oui, non mais bon, on a inventé la voiture en France, voilà. Bon. Enfin, elle est chez les Allemands, c'est Dodge Qualitat. Ouais, donc il est logique qu'en ayant inventé l'automobile, aujourd'hui, on ait une journée nationale du véhicule d'époque et qu'il y ait plein d'événements. Vous avez dit combien ? Plus de 250, c'est ça ? Oui, plus de 220 événements référencés, donc il y en a beaucoup plus, puisque tout le monde ne se prend pas la peine d'aller sur le site et de référencer les manifestations. Et ça peut se faire aussi à titre individuel. Vous voyez, je veux dire, juste exposer sa voiture au centre du village. Vous voyez, je veux dire, c'est pas juste une grosse manifestation. Chacun a son idée de comment présenter son véhicule. Vous voyez, je veux dire, que ce soit une auto, moto, mobilette, enfin voilà. Donc il y a du dynamique et il y a du statique. Donc vous voyez, je veux dire, tout le monde y trouve son compte. D'accord. Si je suis dans une région précise, je vais donc sur le site de la Fédération française du véhicule d'époque. Voilà. Et là, j'arrive, il y a une cartographie interactive, c'est ça ? Voilà, par région. Exactement. Qui me permet de trouver tous les événements qui sont à proximité de chez moi. Exactement. Et vous avez aussi donc des références et vous pouvez les contacter, savoir ce qu'ils font, ou aussi ont connaissance de l'une ou l'autre manifestation dans votre coin, vous voyez, par rapport même à votre région. D'accord. Quelles sont les régions les plus actives en France ? Bon, toutes les régions sont actives, puisque, comme dit la 8e édition, c'est rentré un petit peu dans les mœurs. On fait des manifestations. Vous voyez, je veux dire, il n'y a pas vraiment de région plus forte qu'une autre. Je veux dire, c'est à peu près égal d'une région à l'autre. Bon, je veux dire, il n'y a pas vraiment de disparité. Bon, Fabrice, votre nom c'est Reithofer, vous avez un très léger accent, donc j'imagine que vous êtes plutôt dans l'est de la France, c'est ça ? Ah oui, l'Alsace. Oui, alors qu'est-ce que vous organisez en Alsace à titre personnel ou local ? La route des vins. Voilà, ça aussi, oui, c'est ça, avec modération, comme dans la publicité. Il y en a un qui conduit et l'autre qui regarde le paysage. C'est ça, voilà. Il y a Sam, toujours le conducteur désigné. C'est très important dans ce cas de figure, oui. D'ailleurs, il y a aussi une balade sur la route des vins, ça c'est vrai, d'organiser. Et donc. J'allais vous demander quels sont les grands événements au programme. Voilà. Et je vais en profiter pour. Le Gewürztraminer et le Riesling. Fabrice, je vais en profiter d'ailleurs une petite parenthèse pour dire à tous les Français qui nous écoutent, et ils sont nombreux, de regoûter, de redonner la belle part au vin alsacien sur les tables, parce qu'il y a un très beau travail qui est fait depuis des années, c'est magnifique. Fermons la parenthèse avec modération. Voilà. Bon, alors Fabrice, on reparle un peu voiture quand même. Donc, alors qu'est-ce qu'il y a d'organisé à part la route des vins là, en Alsace, pour prendre des exemples très concrets? Bien sûr, donc ma petite balade où on sera à peu près entre 200 et 300 véhicules. Ah, quand même. On va visiter un musée agricole, donc c'est un petit musée qui mérite à être connu, donc c'est un peu l'occasion pour tous ces collectionneurs déjà de rouler. Et à quel endroit, Fabrice? Alors c'est à Allenwiller. D'accord. C'est à peu près une 50aine de kilomètres de Strasbourg, donc ça nous fait une belle petite boucle. Vous partez de Strasbourg? Oui, de Strasbourg, oui. À quel endroit pour ceux qui voudraient aller voir toutes les voitures avant le départ? Alors, nous partons d'un village qui est dans l'Eurométropole, qui s'appelle Lingolsheim, et c'est au stade de foot. D'accord. Environ 200 voitures de collection. Vous savez quel type de voiture il y aura? Enfin,
Peut-être pas tout, mais... Alors, nous avons prévu 3 circuits différents. Hein. Donc, on a un circuit pour les avant-guerres. Donc, on compte en moyenne une quinzaine, vingtaine d'avant-guerres qui représentent quand même à peu près 10% du parc, ce qui est pas mal. Hein. Je veux dire, et bon, après, pour les autres un peu plus sportives, les routes sont un peu plus, voilà, moins en pente, disons aussi. Donc, une route un peu plus facile, plate, plus plate. Pour faire un peu plus de vitesse. Et sinon, on a aussi un circuit qui est mobilette et vélo Solex, où ils partent 1 heure avant. Cool. Ils partiront 1 heure avant et ils vont arriver 1 heure après. C'est pas grave. Le bonheur, il faut savoir le prendre le temps de le vivre. On les attendra. Oui. Alors, il y a cette année aussi un concours photo qui est organisé. Expliquez-nous comment ça marche. Est-ce que moi, je peux participer au concours photo ? Bien sûr, oui. Vous pouvez mettre votre véhicule donc il y a sur la rubrique, quand vous allez sur notre site de la JNVE, vous avez une rubrique partagez vos photos. Donc juste en dessous de l'inscription de l'événement, et vous pouvez envoyer une belle photo de votre voiture. Ah oui, une photo de Laurence en maillot de bain sur le capot de la tipeuse, ça le ferait. Hein. Elle va perdre un peu les quelques kilos qu'elle a pris. Laissez-lui un peu de temps. Et ça fait un peu hashtag vieille époque, ton histoire là, de me prendre en maillot de bain. Là. Non, on n'est plus autant des calendriers des routiers, gars. Il est incroyable. Il y a quelque chose à gagner à participer au concours photo ? Écoutez, non, la reconnaissance de voir son véhicule ou sa type avec une belle femme en maillot de bain. Arrêtez les garçons, là, je ne peux pas vous laisser dire ça maintenant. C'est fini ça, on va vous mettre en Marcel sur les capots, vous allez voir. On va quitter l'Alsace, il y a des grands événements prévus là parmi les 250. Et on est en 2024, messieurs, on se calme. Écoutez, dans toutes les régions, il y a l'un ou l'autre musée que vous pouvez aussi visiter qui est ouvert exceptionnellement pour la JNVE. La plupart du temps, ces musées sont gratuits, donc c'est sympa, quoi. Je veux dire, il y a de quoi voir, quoi. Mais le plus gros, c'est quand même des balades. Hein. Ce sont des balades. Voilà, et des expos dans des petits villages, quoi. Donc c'est assez sympa. C'est quand même notre journée, hein. Vous voyez, je veux dire, c'est une journée dédiée. Donc pour l'automobile de collection, un peu comme la fête des mères ou la fête des grands-mères, vous voyez. Donc c'est une journée qui est vraiment festive, quoi. Je me permets de revenir dessus. C'est ça et le partage, quoi. Hein. Montrer nos autos, être fier de ce qu'on a, restauré et Fabrice, ce genre de choses. Fabrice Rétoffin, vous qui êtes responsable de la Journée nationale des véhicules d'époque, est-ce que vous étiez en lien aussi avec la DDE pour les routes, pour les passages ou non? Alors oui, bien sûr, puisque notre événement réunit plus de 50 véhicules, donc le tracé a été fait et il y a eu une demande de fait donc il y a 2 mois de ça, par le biais de la préfecture, où vous avez des villages qui vous diront ah non, vous pouvez pas passer à cause des travaux, ou le maire ne voulant pas le passage par des rues qui sont un peu étroites, vous voyez, selon les villages que nous avons traversés. Mais là, on a eu de la chance. Écoutez, il y a pas de souci. Donc, c'était la dernière question que j'allais vous poser. C'est plutôt bien. 28 communes qui ils sont contents. C'est plutôt bien accueilli. Oui, c'est bon enfant comme genre de manifestation. Oui, c'est bien. Et puis on va rappeler à tous ceux qui nous écoutent que si vous voulez connaître le programme, vous allez sur le site de la Journée nationale du véhicule d'époque. C'est le site de la Fédération française des véhicules d'époque pour savoir ce qui se passe du côté de chez vous. Eh bien, merci Fabrice. Merci Fabrice. Merci à vous. Bonne balade. Et on va peut-être finir avec notre petit slogan. Allez. Sortons tous nos anciennes. Ah, mais là on parle bien des voitures. Hein. Oui. Des voitures, bien sûr. On est d'accord. Je vous embrasse. Merci, et bisous à l'Alsace, qui est aussi une très belle région de France. Et à ses vignerons. Voilà. Allez, dans quelques instants, on va parler de sortir sa voiture ancienne de son hivernage. Notre invité est un personnage exceptionnel qui nous donne un petit peu de son temps. Il sera à découvrir et à rencontrer dans quelques instants, juste après cette pause. Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Avant d'accueillir notre invité pour ce dossier très particulier qui s'intitule « Comment sortir une voiture ancienne de son hivernage », je vous rappelle que nous avons rendez-vous dans quelques minutes avec Denis. Denis, lui, il a besoin d'un conseil parce qu'il veut il veut changer sa voiture par une Ford Kuga. Il posera sa question à l'ami Jean-Luc. Pour l'heure, comment sortir une voiture ancienne de son hivernage? Le bonheur, l'incroyable, c'est intense pour moi
d'accueillir cet invité. Incroyable moi. joie, voilà. Moi, c'est donc Monsieur moi. JLM, Jean-Luc Moreau de Paris. Oui, bonjour Laurence. Bonjour Monsieur Laurence, Moreau. bonjour moi. Vous êtes... Alors Non, évidemment, mais le journaliste auto, non, mais en fait, on va dire les choses. Moi, ça m'a fait sourire, j'ai adoré. Mais vous savez à quel point j'aime votre humour. C'est que là, on va parler des voitures anciennes. Et s'il y a aussi un journaliste compétent en voitures de collection, c'est bien vous. Oui, mais j'avais quelqu'un de plus compétent que moi, pour vous dire. Et malheureusement, il n'est pas disponible. Il n'est pas disponible aujourd'hui. Bon, voilà. Je me suis dit, finalement, non, je crois qu'il est à l'hôpital, donc on va lui souhaiter plutôt un bon. Non, c'est pas, rien de grave. Okay. Mais il n'était pas disponible ce matin. Donc je me suis dit, voyons, je vais faire le tour des popotes, mais... Des potes. Des potes et popotes, mais comme la plupart d'entre eux, il aurait fallu que je leur explique ce qu'il fallait dire. Je dis le mieux, c'est quand même que je le dise moi-même. Alors on va sortir son ancienne. Remettons le cadre. On a hiverné son ancienne, on a suivi les conseils de Jean-Luc Moreau, on a fait plein de trucs, mais là, on remonte pas dedans, on met pas la clé de contact et on démarre pas. On commence déjà par regarder sous la voiture si mamie a eu des fuites pendant l'hiver. Ça peut arriver. Alors ça peut être des fuites de plein de choses. Si c'est une fuite d'huile et que vous avez une voiture anglaise, c'est absolument pas gênant, puisque vous savez, les voitures anglaises, il y a 2 problèmes avec les voitures anglaises, c'est empêcher l'huile de sortir et l'eau de rentrer. En général, c'est-à-dire quand il pleut dans les voitures et l'huile sort. Mais en même temps, une anglaise qui fuit, ça veut dire qu'il y a de l'huile dedans. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Pourquoi, au passage, pourquoi beaucoup de voitures anglaises fuient? Parce que sur le Villebrequin, en bout de Villebrequin, on n'a pas un joint-spi, ça n'existait pas à l'époque, on a une espèce de tresse qui est un peu bitumineuse et qui sèche l'hiver. Et donc, quand on va redémarrer sa voiture à la fin de l'hiver, ou quand elle n'a pas tourné depuis longtemps, le temps que cette tresse se réimbibe d'huile, elle va laisser passer de l'huile. Donc, on a une tache par terre. Mais c'est pas grave. Première question, ça voudrait dire que pour ce type de véhicule anglais, on pourrait les redémarrer de temps en temps régulièrement pendant l'hiver pour les faire tourner un peu. Voilà, pour continuer à graisser ce fameux truc. Ce fameux joint qui est en bout de Villebrequin. Bon, deuxième chose, on a regardé s'il y avait de l'huile, donc on va évidemment vérifier le niveau d'huile. Mais le mieux, si on ne l'a pas fait avant l'hivernage, c'est de faire une vidange. Pourquoi une vidange tous les ans, même si vous n'avez fait que 300 ou 500 km ou 1000 km, puisque la moyenne, je crois que c'est 800 km par an des véhicules de collection. Vous allez dire, mais l'huile, elle va pas être usée. Erreur, oui, alors non. Ce qui va se passer, c'est qu'on utilise encore, sur certains véhicules, des huiles minérales. Et un véhicule d'époque avec des carburateurs, à chaque fois qu'on démarre, on va avoir un surplus d'essence qui va se mélanger à l'huile. Donc déjà, on va avoir une huile qui se pollue beaucoup plus vite que sur une voiture moderne avec une huile moderne. Et puis, l'huile, pendant l'hiver, elle s'oxyde. Donc, elle est de moins bonne qualité quand on est au printemps. Donc, on fait la vidange avant de redémarrer. On en profite pour changer le filtre à huile. Un filtre à huile, ça vaut entre 5 et 10 euros. C'est 4 fois rien. Alors les vieux modèles n'ont pas de filtre à huile, voilà, mais on en profite pour changer le filtre à huile. Comme on regardait les niveaux de ce qui a pu couler par terre, on en profite pour regarder le niveau du liquide de frein, c'est quand même mieux. Logique. Éventuellement, on fait une petite purge du liquide de frein. On n'oublie pas qu'un liquide de frein, ça change tous les 3 ou 4 ans, parce que sinon, il se charge en humidité, et puis quand on va être dans une descente de col, à un moment, on va avoir la pédale qui devient toute molle. Pourquoi? Parce que s'il s'est chargé en humidité et que les freins montent en température, l'eau qui est contenue dans le liquide de frein va bouillir, et quand de l'eau bout, ça fait des bulles. Et des bulles, il y a de l'air. Et voilà. Et quand il y a de l'air dans un circuit hydraulique sous pression, c'est pas bon. Voilà, parce que c'est compressible de l'air, alors qu'un liquide n'est pas compressible. Donc on se retrouve avec plus de frein. Donc vaut mieux vérifier ça. On en profite pour vérifier le niveau du liquide de refroidissement, savoir si ça n'a pas baissé. La batterie, en général, si vous avez suivi les conseils du fameux gars dont on parlait tout à l'heure, normalement cet hiver, vous avez débranché la batterie et vous avez mis un chargeur d'entretien dessus qui vous permet de conserver un certain niveau. Et je vais vous rappeler quand même que l'investissement d'environ 50 € pour le chargeur est beaucoup plus rentable que de changer une batterie, puisque vous allez prolonger sa vie de x3 à peu près. Vous pouvez garder une batterie de voiture ancienne pendant 10 ans si vous pensez à la charger pendant l'hiver. Donc, on a vérifié la batterie, on vérifie la pression des pneus.
toujours pareil. Si vous nous avez écouté avant l'hiver, vous avez surgonflé les pneumatiques pour éviter qu'ils se déforment. Donc, on va vérifier la pression des pneus. Alors, peut-être qu'ils sont légèrement dégonflés. Sur des pneus de voiture ancienne, ça arrive souvent parce que, en fait, le pneu en lui-même, même s'il n'y a pas de chambre à air dedans, il va se dégonfler petit à petit. Il faudra peut-être remettre de la pression. Tiens, d'ailleurs, comment on fait la pression d'un pneu, Laurence ? Par exemple, si votre voiture réclame 2,5 kg, comment vous faites quand vous êtes à la station-service avec le gonfleur? Voilà. Le truc, là. Ouais, vous êtes à 2 kg, il faut aller à 2,5. Comment vous faites? Eh ben, j'appuie dessus. Ah oui, d'accord, mais ça, ouais. Et puis après, j'attends qu'il monte à 2,5. Ouais. Et puis quand vous êtes à 2,5, vous arrêtez? Non, parce que j'arrête et il redescend un peu et je remets. Ah, c'est bien. En fait, vous gonflez un peu plus, puis vous dégonflez. Ouais. C'est dans le sens du dégonflage qu'on a la vraie bonne pression. Ça. Donc vous montez même à 2,7 kg et vous redescendez à 2,5 kg. Voilà, tout simplement. C'est comme ça qu'il faut faire. Super. C'est bien. Mais j'ai un bon professeur aussi depuis 3 ans, l'ami Jean-Luc. Bravo. Vous en profitez, vous vérifiez les courroies, les durites. Les durites, ça sèche sur les vieilles voitures. Donc on vérifie, on presse avec le doigt, on regarde s'il n'y a pas des craquelures. Ouais. On vérifie la tension des courroies également, on appuie avec le doigt dessus. Ça se fait super vite. Alors, maintenant des choses qui réclament un peu plus quand même de savoir-faire. Non, même pas de savoir-faire. Votre voiture n'a pas tourné depuis longtemps. Ok. Il y a 2 choses. Le carburant, il est dedans depuis combien de temps? Première question. S'il est dedans depuis, si elle n'a pas roulé depuis, on va dire plus d'un an, je vous conseille de vidanger l'essence. Les essences modernes, même du Super Samplon 98, elles vieillissent pas très bien, sauf si vous avez pensé à suivre les conseils du garçon en question, à mettre un stabilisateur de carburant avant l'hiver. Vous avez d'ailleurs, vu le faible kilométrage des voitures, vous avez tout intérêt à rouler systématiquement avec du stabilisateur. Ça permet de conserver le carburant plus longtemps. Si on trouve partout, l'essence, c'est pas très cher, c'est un additif qu'on rajoute quand on fait le plein, c'est pas compliqué. Si vous n'avez pas fait ça et que la voiture n'a pas tourné depuis longtemps, je vous conseille pas d'essayer de la démarrer. Pourquoi? Parce que vous allez rouler, ça va rouler, et puis par contre, quand vous allez couper, le moteur aura chauffé, quand vous aurez coupé, il y a des gommes qui vont se mettre dans les carburateurs, ça va tout bloquer, donc évitez de faire ça. Donc éventuellement, vidanger le carburant, et puis, dernier truc, votre voiture n'a pas tourné depuis longtemps. Donc si vous mettez un coup de démarreur, les cylindres, ils sont pas graissés. Donc ce que je vous conseille, vous débranchez la bobine d'allumage, et vous donnez vu que votre batterie est en très bon état et qu'elle a 0 problème, vous faites tourner le démarreur pendant un petit moment, alors pas pendant 1 minute, vous commencez 20 secondes pour faire monter la pression d'huile dans le circuit, et ensuite vous rebranchez la bobine et là vous démarrez le moteur. Donc vous aurez déjà une pression d'huile dans le circuit au moment où le moteur va vraiment démarrer. Et là vous préservez votre mécanique. Eh ben, j'ai presque tout compris. Ben voilà, j'ai tout compris. Bah oui, c'est bien. C'est top. Vous avez une question sur votre véhicule, et puis quand vous démarrez, que vous commencez à rouler, vous y allez gentiment. Bah oui. Vous attaquez pas comme un sauvage. Faites chauffer gentiment la mécanique. Voilà. Vous avez une question particulière à poser sur une voiture de collection qui est la vôtre ou qui sera la vôtre prochainement. Appelez au 08 826 300 300. Notre professeur S voiture de collection répondra à toutes vos questions, ou vous nous écrivez je participe @sudradio.fr en mettant on parle auto, question spéciale collection à l'ami Jean-Luc Moreau. Allez, tout de suite, tiens, puisqu'on parle de ça, merci de ces bons conseils. Et vous, n'hésitez pas à nous écrire pour nous dire les premiers kilomètres que vous avez fait avec vos belles voitures que vous avez ressorties après un hivernage un peu pluvieux aussi forcé. Allez, on continue et on termine l'émission avec Denis. Sud Radio, on parle auto. Quelle auto choisir ? Et Denis qui nous rejoint au 0826 300 300 car il veut remplacer sa voiture. Bonjour Denis. Bonjour Denis. Oui. Bonjour Laurent, c'est Jean-Luc. Ça va bien ? Oui, écoutez, ça va bien. C'est cool. Voilà. Allez, on vous écoute. Alors, j'ai un vieux Caddy diesel de 300 000 km que je souhaite remplacer par un autre véhicule plus récent. Et j'étais intéressé à circuler à l'éthanol, en E85. Oui. Voilà. D'accord. Et mon fils possède déjà une Fiesta, et donc je me suis orienté vers un Kuga. D'accord, très bien. Et m'étant renseigné, donc ce Kuga est actuellement avec une motorisation de 190 chevaux. Mais vous le voulez neuf ou d'occasion ?
9, ça irait. Ouais, 9, d'accord. Donc, Kuga hybride E85, donc qui marie le meilleur des deux mondes, hein, l'hybridation et puis le superéthanol E85, un moteur qui est équipé d'origine E85, donc zéro souci. Hein, déjà, alors, quand même... Ford avait une gamme complète. Hein. Vous avez parlé de la Fiesta, c'est terminé la Fiesta. La Puma en E85, c'est terminé. Ils ont tout terminé. Alors, ils avaient commencé à arrêter. Je vous explique, parce que ça, c'est des news super fraîches que vous n'aurez nulle part ailleurs. Puisque, voilà, ils avaient commencé à stopper le 85, parce que c'est très franco-français sur la gamme Ford, en se disant, de toute façon, on passe au tout électrique. Et puis, ils font un petit peu marche arrière en se disant, finalement, le tout électrique, ça sera peut-être pas du tout électrique. Donc... il est possible que le E85 reprenne du poil de la bête dans la gamme Ford. C'est en tout cas ce que tente de faire Ford France auprès de Ford Europe. Alors déjà, le Kuga va être maintenu. Hein, donc ça, vous n'avez pas besoin de galoper dans une concession Ford pour en acheter un tout de suite. Hein. Il est maintenu au sein de la gamme. Et il y a peut-être d'autres modèles. Peut-être que le Puma va ressortir en E85. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une possibilité. Ok. Voilà. On rappelle d'ailleurs que pour le Caddy, c'est pas celui pour faire les courses. Pour les gens qui connaissent pas trop cette voiture, c'est un Volkswagen. Non, parce que vous avez dit j'ai un Caddy biodiesel. Moi, je pense toujours aux gens qui s'y connaissent pas autant que vous. Un Caddy de 300 000 km, on se dit, dis donc, il fait des courses souvent. Ouais, c'est clair. Mais c'est la marque Volkswagen en fait. Voilà. Oui. Vous vouliez savoir quoi d'autre L'information que la baisse de la puissance de 190 à 180... 180 chevaux, alors c'est exactement le même moteur, il n'y a rien de changé. C'est juste une baisse qui est due à une différence d'homologation. C'est-à-dire, vous savez, c'est sur un véhicule hybride, la puissance maxi, c'est la puissance maxi du moteur thermique et du moteur électrique. Mais en général, ils n'atteignent pas leur puissance maxi au même moment. Donc, il y a un calcul qui permet de définir la puissance totale du système. Ce calcul, il a été légèrement modifié dans la phase d'homologation du véhicule. C'est le même moteur, 2,5 litres Duratec, avec le même moteur électrique, etc. Sauf qu'avec la nouvelle méthode de calcul, on trouve 180 au lieu de 190, mais c'est exactement la même mécanique, ça change pas. Impeccable. Et dernière petite question, avec l'éthanol, il y a une surconsommation à peu près 20%. Et quand on voyage dans des pays vous roulez à l'essence. La France où il n'y a pas de 85, comme la Corse et l'Espagne par exemple. La Corse, c'est la France. Pardon Denis. vous roulez. Ouais. C'est vrai qu'en Corse, ils ont moins. Est-ce qu'on consomme moins avec l'essence? Oui, vous consommez moins avec l'essence. L'avantage, c'est du flex fuel. Donc, on peut mettre depuis du 95 normal, en passant par le 95 E10, du 98 ou du E85. Ça boit absolument tout. Un peu comme Laurence, d'ailleurs. C'est pas vrai. Ça boit absolument tout. Toutes les eaux, mais avec modération. Non, dès que c'est bon, moi, je goûte. Non, mais vous pouvez effectivement rouler. Ça consommera un peu moins. Mais des moteurs qui sont adaptés comme le Kuga hybride, là, la surconsommation, c'est pas 20%, c'est un peu moins que ça. Et je vais vous donner un autre truc, c'est que la surconsommation est plus faible quand on roule très vite que quand on roule doucement. Donc là, quand vous êtes à l'E85 et avec un moteur comme celui-là, vous avez intérêt à avoir une conduite un peu plus dynamique. Ça consommera. La différence entre les deux sera moins importante. Je vous le dis en chiffres, à 200 km/h en Allemagne sur l'autoroute, la surconsommation n'est que de 15%. Voilà. Bon, ben, on a tout dit, Denis, et on vous fait un énorme bisou. On vous souhaite un très très bon week-end, parce que l'émission se termine dans 10 secondes là maintenant. Et merci. Et ben bon achat alors. Et très bon achat en plus. Allez-y. Très bon achat. Voilà. Quand l'ami Jean-Luc dit OK, je valide. Allez, à suivre, ce sera Invino avec toute l'équipe d'Alain Marty et les passionnés. Par hasard. Voilà. Bah oui, c'est juste après notre émission. J'y peux rien, moi. Et puis juste, vous avez bien sûr rendez-vous avec tous les programmes de l'après-midi, et cet après-midi aussi le rugby, Sud Radio Rugby à partir de 15h. À samedi prochain. À samedi. Je vous embrasse. Sud Radio, on parle auto. Avec Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicule, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. boschcarservice.fr